Aujourd'hui, on va découvrir pourquoi les grenouilles ont appris à contrôler leur sang, pourquoi les bourdons jouent au ballon, de quoi dépend la couleur de l'humeur des volcans, pourquoi les oiseaux manquent de sommeil et à quel point les vaches peuvent être coriaces. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que l'évolution était très lente. Il faut de nombreuses générations pour s'adapter à de nouvelles conditions. Vous savez, la sélection naturelle et tout ça. Mais un article publié dans la revue Nature en 2016 prouve que parfois, la sélection naturelle prend très peu de temps. Il suffit d'une révolution industrielle. Au début du 19e siècle, en Grande-Bretagne, les phalènes du bouleau étaient de couleur poivre et sel et elles s'en portaient très bien. Mais au fil des ans, on a vu apparaître de plus en plus de phalènes noires. Une étude de 2016 a permis de découvrir le gène responsable et il s'est avéré que ce changement de couleur avait coïncidé avec le développement de l'industrie du charbon. Mais si vous pensez que les phalènes sont devenues noires volontairement à cause du charbon, eh bien non, c'est pas tout à fait ça. Au lieu de causer des mutations, la révolution industrielle a donné naissance à l'environnement idéal pour la survie des phalènes noires. La suie ayant recouvert les murs de toute la Grande-Bretagne, les phalènes noires se fondaient mieux dans le décor, ce qui leur permettait d'échapper aux prédateurs. Les survivantes ont transmis leurs gènes et, merveille de la sélection naturelle, les phalènes noires se sont répandues. De nos jours, le charbon n'est plus aussi populaire et les phalènes reprennent sans doute leur couleur d'origine. D'ailleurs, les chenilles de cette espèce ont elles aussi changé de couleur. C'est logique, non? Qu'est-ce que ça de surprenant? Eh bien, ces chenilles ne voient pas les couleurs, elles les sentent avec leur peau. Les scientifiques l'ont découvert en bandant les yeux des chenilles et en constatant qu'elles restaient capables de choisir des branches de la bonne couleur pour se cacher. Cette caractéristique sensorielle unique aide les chenilles à se camoufler en imitant la couleur, la forme et la texture de leur environnement. En bref, elles font tout leur possible pour éviter d'être mangées. En parlant de changement de couleur causé par la révolution industrielle, je me dois de mentionner la ville où on a observé les premières phalènes entièrement noires, en 1848. L'étape finale de la sélection naturelle, en quelque sorte. Il s'agissait de Manchester, et si vous connaissez l'histoire de la ville, vous vous dites sûrement, c'est pas surprenant. Pour ceux d'entre eux qui ne sont pas férus d'histoire, je récapitule. Un homme qui avait visité Manchester en 1847 décrivait ainsi la ville. Le premier indice de l'existence de Manchester est la noirceur de l'atmosphère qui l'entoure. Une tache sombre masque une partie du ciel même quand le temps est clair, qui s'élargit et s'intensifie au fur et à mesure que l'on approche. Puis d'innombrables cheminées apparaissent, hautes et sombres dans la brume, chacune brandissant son propre fanion d'obscurité. C'est plutôt poétique, non? Un peu, mon neveu. Mais l'air y était si pollué qu'à l'époque victorienne, Manchester était surnommée la cheminée du monde. Les machines à vapeur alimentées au charbon remplissaient l'air de fumée toxique. Habitants et travailleurs souffraient d'un ciel sombre, de maisons et de vêtements sales, de maladies respiratoires et d'une mortalité accrue. Pourtant, on se contentait d'appeler cette grave pollution les désagréments de la fumée. L'épaisse fumée provenait des usines, mais aussi des maisons qui étaient également chauffées au charbon. Plus tard, l'analyse scientifique des effets de cette fumée a montré que c'était les petites particules qui présentaient le plus grand risque pour la santé. À la fin du 19e siècle, 2000 cheminées industrielles polluaient l'air à Manchester et dans ses environs. Il n'est pas surprenant que les animaux aient commencé à s'y adapter. Ils n'avaient pas vraiment le choix. Un autre exemple d'adaptation évolutive rapide est celui de la plante appelée Fritillaria delavayi. Il fut un temps où on en trouvait facilement dans les montagnes de Hengduan. Une fois par an, la plante produisait une fleur en forme de tulipe d'un jaune éclatant. Une fleur jaune avec des feuilles d'un vert vif. Elle était facile à remarquer dans le paysage gris des montagnes. Mais récemment, les gens ont remarqué que ces fleurs, autrefois brillantes, avaient laissé place à des fleurs brunes. Et c'est pas une maladie. Les scientifiques pensent que la plante développe des couleurs plus ternes pour se cacher de son principal prédateur, l'homme. En effet, Fritillaria delavayi est utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise pour traiter des affections telles que la bronchite. Savoir si cette plante est vraiment utile est une autre histoire, mais les gens la collectent depuis au moins 2000 ans. Apparemment, elle s'en est longtemps accommodée, mais la demande a augmenté, la valeur marchande s'est accrue, on a récolté de plus en plus de fleurs. La plante a été obligée de réagir, et elle l'a fait de façon assez surprenante. En général, dans de tels cas, l'espèce devient plus petite, car les plantes les plus grandes sont cueillies avant d'avoir pu se reproduire.
Mais changer de couleur pour mieux se camoufler, c'est quelque chose d'unique. Les scientifiques ont d'ailleurs constaté que dans les zones peu peuplées, les plantes conservaient leur couleur vive, mais que là où on les récoltait en grand nombre, leur couleur changeait. Ils ont même créé un jeu appelé Repérer la plante pour tester nos capacités à trouver les fleurs camouflées. On va faire le test. Je vous montre une photo et vous avez 5 secondes pour trouver la fleur. Alors, c'est dur, non? Mais revenons-en aux animaux. Pour éviter d'être mangés, ils ont tendance à choisir l'une des deux stratégies suivantes. Certaines espèces s'adaptent en se fondant dans leur environnement, tandis que d'autres optent pour une couleur vive. Elles envoient ainsi le message suivant aux prédateurs. Je suis toxique. Naturellement, quand on est vénéneux, très peu d'animaux sont capables de nous chasser. Laquelle de ces stratégies est la meilleure? C'est difficile à dire. Mais la seconde a un point faible. Sécréter des toxines demande énormément d'énergie. Alors, de nombreux animaux font semblant d'être toxiques. Mais c'est très risqué, car ce changement de couleur ne se fait pas du jour au lendemain. Il n'est pas possible, par exemple, de passer d'un coup du brun au rouge vif. Et le risque d'être dévoré pendant la phase de changement progressif de couleur est très élevé. Alors, pourquoi prendre un tel risque? Eh bien, comme souvent dans la nature, tout se fait dans l'intérêt de la descendance. Le risque est élevé, mais le jeu en vaut la chandelle. On peut bien servir de proie si, en retour, notre progéniture est en sécurité. Il est donc difficile de dire ce qui est le mieux, se cacher ou menacer l'ennemi avec des couleurs vives. Mais qu'en est-il des changements de couleur qui n'ont rien à voir avec l'adaptation à l'environnement? Est-ce que certains animaux peuvent changer d'aspect à cause des radiations? En 2016, des chercheurs ont observé un phénomène surprenant près du réacteur nucléaire de Tchernobyl, des rainettes d'une couleur inhabituelle. Cette espèce a généralement un dos vert vif, mais les grenouilles qu'ils ont trouvées étaient devenues noires. Ces pauvres bêtes avaient l'air d'avoir été brûlées, comme si elles avaient été gravement blessées par les radiations. Bon, en réalité, de nos jours, les grenouilles sont exposées à un niveau de radiation très faible, c'est pas ça qui avait directement causé le changement. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord que je vous parle d'un pigment appelé la mélanine. La mélanine est responsable de la couleur foncée de nombreux organismes. On sait aussi que ce pigment peut contenir les effets négatifs des rayons ultraviolets. Et son rôle protecteur s'étend aux radiations ionisantes. La mélanine absorbe et dissipe une partie de l'énergie des radiations. En outre, elle peut piéger et neutraliser les molécules ionisées à l'intérieur des cellules. En bref, tout ça réduit les risques de dommages causés aux cellules par les radiations et augmente les chances de survie. Sachant ça, il est tout à fait logique que les grenouilles soient devenues plus sombres. Les rainettes de Tchernobyl auraient subi un processus d'évolution rapide en réponse à l'exposition aux radiations. Suite à l'accident, les grenouilles plus foncées, qui sont normalement minoritaires, ont été mieux protégées par la mélanine. Par conséquent, ces grenouilles se sont reproduites avec plus de succès. Plus de 10 générations de grenouilles se sont succédées depuis l'accident. Et un processus classique, bien que très rapide, de sélection naturelle, a permis aux rainettes sombres de s'imposer dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Bien entendu, les grenouilles ne sont pas les seuls animaux à avoir subi des changements depuis la catastrophe. Depuis que la faune est revenue dans certaines zones, la population de grands mammifères a dépassé les chiffres d'avant la catastrophe. Ours, loups, lynx, bisons, cerfs, élans, castors, renards, blaireaux, sangliers et chiens viverins ne sont que quelques-unes des espèces qui ont pris pour foyer la zone radioactive. Sans les humains, ils se sentent comme chez eux. Pour autant, tout ne va pas bien dans cette région unique au monde. Le nombre de mutations génétiques aurait été multiplié par 20 suite à l'accident de Tchernobyl. C'est particulièrement vrai chez les petits mammifères tels que les campagnols et les chiens sauvages qui développent de la cataracte. Leurs yeux sont les premiers tissus à montrer des signes d'exposition chronique au rayonnement ionisant. En outre, les populations de bactéries utiles présentes sur les ailes des oiseaux sont plus faibles qu'ailleurs, également à cause des radiations. Les oiseaux y ont un cerveau plus petit, ce qui se reflète dans le volume de leur tête. L'albinisme partiel est aussi plus fréquent chez les hirondelles rustiques vivant à proximité de la centrale. Mais il y a de bonnes nouvelles. Les mutations les plus graves se sont produites juste après l'accident, ce qui signifie que les animaux qui y ont été soumis n'ont pas eu beaucoup de temps à vivre. La plupart d'entre eux sont morts à peine nés et ils n'ont pas pu transmettre les gènes endommagés. Les animaux vivant dans la zone d'exclusion sont donc en bien meilleure santé que ce que l'on aurait pu imaginer.
Ça veut pas dire pour autant que les radiations leur confèrent des super pouvoirs. Ça n'arrive que dans les BD. L'évolution n'a pas besoin d'un tel prétexte pour fournir aux animaux des capacités spéciales, comme rendre les grenouilles de verre invisibles. Les grenouilles de verre sont des expertes du camouflage. Créatures nocturnes, elles passent leur journée à dormir sur des feuilles d'un vert éclatant, se fondant dans le décor grâce à leur corps translucide. Ce camouflage les protège des prédateurs, mais les scientifiques ont récemment découvert que ces grenouilles peuvent aussi changer la couleur de leur sang. Le sang est un obstacle sur la voie de l'invisibilité. Même si on possède des tissus transparents, le corps a besoin de globules rouges pour rester en vie. Comme leur nom l'indique, ces globules sont rouges et très visibles, mais les grenouilles de verre ont trouvé le moyen de remédier à ce problème. Elles retirent 89% de leurs globules rouges de la circulation et les cachent dans leur foie pendant qu'elles dorment. Puis, à la tombée de la nuit, les grenouilles redonnent à leur sang sa couleur normale. Mais vous savez ce qui a le plus surpris les scientifiques? Les grenouilles font ça régulièrement, sans la moindre conséquence sur leur santé. Chez les autres vertébrés, une accumulation de globules rouges au même endroit entraîne généralement la formation d'un caillot. Mais pour les grenouilles de verre, pas de problème. Enfant, je me rappelle avoir été fasciné par le fait que certains animaux possèdent du sang d'une autre couleur que le rouge, bleu, vert ou même violet. Vous saviez ça? Par exemple, certains crustacés, calmars et pieuvres ont le sang bleu. Il en va de même pour les limules dont on prélève le sang à des fins scientifiques. Le sang des limules coagule au contact des toxines bactériennes, ce qui en fait un outil intéressant pour tester les médicaments et les vaccins. Certains vers et 5 possèdent du sang vert, ainsi que les vulcains bien sûr, mais ça n'a rien à voir. Il existe même des animaux dont le sang est transparent. Une famille entière de poissons à sang blanc vit dans les eaux froides de l'Antarctique. Ils n'ont aucun pigment sanguin grâce à une mutation génétique. Ils ont tout simplement éliminé l'hémoglobine de leur corps. L'oxygène est abondant dans l'habitat de ces poissons qui inspirent via leurs branchies et leur peau. En effet, tout ça est une question d'oxygène. Chez l'homme, son transport est assuré par l'hémoglobine, une protéine, mais avant ça, il existait l'hémocyanine. Apparue il y a 2,5 milliards d'années, elle détoxifiait l'oxygène des organismes primordiaux qui vivaient dans un environnement à faible teneur en oxygène. L'hémoglobine est apparue beaucoup plus tard, il y a environ 400 millions d'années, sans doute en réaction au système respiratoire complexe qu'avaient développé les vertébrés. Les limules sont des créatures anciennes et leur méthode de transport de l'oxygène n'a jamais changé, ce qui explique qu'elles aient encore du sang bleu. D'autres animaux ont un sang de couleur inhabituelle pour des raisons similaires. Dans leur cas, c'est d'autres protéines qui transportent l'oxygène, mais je ne vais pas vous ennuyer avec les détails. Bon, on parlait des adaptations des animaux, c'est bien ça? La chrysomèle de l'oseille est capable de générer de la sécheresse sous ses pattes. Le fait qu'un insecte soit capable de marcher au mur ne surprendrait guère qu'un enfant. Mais cette chrysomèle est allée plus loin. Elle a appris à adhérer aux surfaces sous l'eau. Le secret réside dans une multitude de petites bulles coincées sous ses pattes. Cet insecte peut se déplacer sous l'eau en marchant littéralement sur l'air. Mais comment c'est possible? En fait, la chrysomèle de l'oseille n'a rien inventé d'extraordinaire. Elle se déplace déjà très bien sur Terre, grâce aux milliers de poils qui recouvrent ses pattes. Il pénètre dans tous les recoins microscopiques et renforce le pouvoir adhésif de l'insecte. C'est un peu comme des pneus hiver avec des crampons. Certains coléoptères recouvrent même ces poils d'une huile collante. Mais toutes ces adaptations sont inutiles en milieu aquatique. Pour une bonne adhérence, il faut que le produit reste sec. Alors, lorsque la chrysomèle s'immerge, elle emprisonne des bulles d'air dans ses poils et les y maintient fermement. Les bulles déplacent l'eau sous les pattes du coléoptère afin de créer de minuscules espaces secs. C'est là qu'entrent en action les poils gras qui adhèrent aussi bien que sur la terre ferme. Il faut admettre que c'est génial. Pendant que les chrysomèles marchent sous l'eau, les araignées dolomèdes courent à la surface. Elles exploitent la tension superficielle de l'eau. Les molécules d'eau sont attirées les unes par les autres, et ce lien est plus fort à la surface, là où l'eau rencontre l'air. Et les araignées en profitent. Elles sont également hydrophobes, c'est-à-dire qu'elles repoussent l'eau afin de rester sèche. Lorsqu'une araignée trempe une patte dans un liquide, une petite dépression se forme, comme autour de la coque d'un bateau. Chaque patte crée ainsi une petite dépression dans l'eau qui soutient l'araignée. En fait, cette araignée est littéralement un petit navire.
Je me demande si tous ces animaux se rendent compte de ce qu'ils font, et s'ils réalisent à quel point c'est cool. Surtout du point de vue d'un humain. D'un autre côté, peu de gens ont conscience de l'intelligence de la chrysomèle de l'oseille. Les bourdons, eux, savent jouer au ballon. Je suis sérieux. On associe plutôt les bourdons au travail acharné qu'au divertissement, mais récemment, des chercheurs ont découvert que ces insectes jouent, et ils aiment ça. Lors d'expériences, les scientifiques ont constaté que les bourdons aiment faire rouler des boules quand ils en ont l'occasion, même s'ils n'ont rien à y gagner. Les jeunes bourdons le font plus que les plus âgés, et les mâles y passent plus de temps que les femelles. Pour en avoir le cœur net, les chercheurs ont conçu une arène dans laquelle 45 bourdons avaient le choix entre marcher le long d'un chemin sans obstacle pour obtenir une friandise et pénétrer dans une zone comportant des boules en bois. Dans la grande majorité des cas, les insectes ont choisi les boules. Certains bourdons ont fait rouler des boules jusqu'à 117 fois au cours de l'expérience. Imaginez, à choisir entre se nourrir et jouer, ils préfèrent jouer. Et ce comportement répétitif indique que faire rouler des boules procure aux bourdons une réelle satisfaction. Ça prouve également que l'intellect des abeilles est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Ce comportement est généralement observé chez les jeunes oiseaux et les mammifères. Mais c'est pas étonnant, les autres mammifères nous ressemblent beaucoup. Vous avez entendu parler de ces dauphins qui ont appris à des humains à chasser ensemble ? Oui, c'est bien les dauphins qui ont formé les humains, et non l'inverse. Depuis plus de 140 ans, des pêcheurs du sud-est du Brésil entretiennent un partenariat surprenant avec les dauphins locaux. Dans la petite ville côtière de Laguna, les hommes attendent l'approche des mammifères marins qui rabattent des rougets argentés vers les eaux peu profondes. Dès que les pêcheurs aperçoivent un dauphin en train de battre de la queue, de lever la tête et de plonger profondément, ils se précipitent dans l'eau avec leurs filets. Une étude montre que les dauphins semblent contribuer volontairement à cette collaboration. Ils observent attentivement les humains, agissant de manière à maximiser leur prise. Des biologistes marins ont prouvé que les dauphins guidaient même les pêcheurs, leur indiquant où se tenir, quand lancer leur filet. En d'autres termes, les dauphins leur enseignent littéralement comment pêcher. Près de 86% des prises des pêcheurs proviennent de cette coopération avec les dauphins. Même si parfois un pêcheur ou un dauphin commet une erreur, alors ils perdent tous les deux leur prise. C'est pas nécessairement un problème de communication, simplement les dauphins peuvent être timides. L'étude de la personnalité des animaux, des insectes aux oiseaux chanteurs, des pieuvres aux primates, a révélé qu'il existe des individus audacieux et d'autres timides. C'est notamment le cas chez les dauphins. Les dauphins audacieux sont plus actifs au sein du groupe, par exemple pour trouver de la nourriture. Les individus sociables contribuent à diffuser les informations importantes, par exemple lorsqu'il y a de la nourriture à proximité. Naturellement, les dauphins les plus sociables ont des liens sociaux plus forts que les dauphins timides. De même, un animal audacieux est plus enclin à s'approcher d'un nouvel objet ou d'un prédateur qu'un animal timide. D'un côté, en agissant ainsi, il risque de mourir. De l'autre, il a plus de chances de trouver un casse-croûte ou d'aider les pêcheurs. Certains animaux n'hésitent pas à utiliser les humains à leur propre fin. Par exemple, les requins-baleines se servent des bateaux pour se gratter. Jason, un pêcheur du Queensland, a observé la scène suivante dans les eaux de la mer de Corail. Un requin qui se grattait contre le dessous de son bateau. L'animal semblait amical, et l'homme a même hésité à sauter dans l'eau pour lui dire bonjour. On pense que les créatures marines agissent ainsi pour se débarrasser des parasites qui s'accumulent sur leur peau lorsqu'elles voyagent dans des eaux chaudes. Les baleines se frottent contre le sable et des dauphins ont été vus en train de se frotter à des galets tout près du rivage. Mais ce requin-baleine avait apparemment décidé qu'il était inutile de nager jusqu'à la terre ferme pour ça, alors qu'il y avait un si beau bateau dans des parages. Des femelles baleines à bosse sont allées encore plus loin. Les baleines à bosse préfèrent passer leur temps en petits groupes, voire seuls, mais lorsque la saison des amours commence, les mâles deviennent comme fous. Ils poursuivent les femelles par groupes entiers, et seuls les plus forts ont l'endurance nécessaire pour tenir jusqu'au bout. Mais c'est pas qu'une question de vitesse et de distance. Les baleines se battent sous l'eau, et si un mâle est distancé, un autre prétendant prend sa place. Parfois, les femelles ne veulent pas prendre part à tout ça. Elles ont autre chose de prévu, mais les mâles ne les laissent pas faire. Alors elles se rapprochent des bateaux et elles en restent aussi près que possible pour se débarrasser des prétendants insistants. Elles utilisent les humains comme boucliers. En effet, de nombreuses baleines ont peur des bateaux et préfèrent ne pas s'en approcher.
Après les baleines à bosse et leurs difficultés relationnelles, intéressons-nous à une cigogne nommée Clépétane, surnommée le mâle le plus fidèle du monde. Presque chaque année, depuis plus de 20 ans, il parcourt 14 000 km entre l'Afrique du Sud et un petit village de Croatie. Tout ça dans le but de retrouver sa compagne bien-aimée, Malena, qui ne peut plus voler depuis une blessure. L'incroyable histoire d'amour de Clépétane et Malena a rendu ces cigognes célèbres en Croatie. Chaque année, au mois de mars, le mâle s'envole à la rencontre de sa bien-aimée, il s'accouple et donne naissance à des petits, auxquels Clépétane apprend ensuite à voler, avant de migrer avec eux vers l'Afrique du Sud. La femelle reste au nid, incapable de suivre, mais un habitant prend soin d'elle pendant l'hiver. En 2019, Clépétane est revenu plus tôt que d'habitude, avant de disparaître. Les gens ont cru qu'il était mort lors de sa migration. Mais il a fini par réapparaître et retrouver sa bien-aimée, après ce qu'était sans doute un rude voyage. Il a peut-être dû traverser des régions où il y a beaucoup de braconnage, tout ça pour revoir sa bien-aimée. Mais c'est même pas l'exemple le plus impressionnant de migration. Vous avez peut-être entendu parler du mythe selon lequel les albatros peuvent voler pendant des années, manger, boire et s'accoupler à la volée et ne se poser que pour pondre. Bien sûr, la science moderne considère ça comme une absurdité. Néanmoins, il existe plusieurs espèces d'oiseaux capables d'effectuer des vols remarquablement longs. Des études ont montré que les martinets noirs peuvent rester en l'air pendant 10 mois d'affilée sans jamais se poser sur la terre ferme. Ils ont ainsi battu le record du plus long temps de vol continu, auparavant détenu par le martinet alpin. Cette espèce peut voler jusqu'à 200 jours sans interruption. Le martinet noir est parfaitement adapté au vol. Les couples élèvent leurs poussins en Scandinavie pendant 2 mois chaque année, puis ils s'envolent et ils ne se posent plus. Les martinets ont spécifiquement évolué pour vivre dans les airs, où ils mangent, boivent et s'accouplent et dorment même. Dormir en volant semble très inconfortable, un peu comme quand on sent qu'on s'endort et qu'on se réveille brusquement. Les martinets doivent éprouver cette sensation en permanence lorsqu'ils volent. Et il en va de même pour d'autres oiseaux qui sont également connus pour leur long vol. Le concept de sommeil en vol intrigue les scientifiques depuis longtemps, car il est difficile d'imaginer comment il est possible de dormir de la sorte. Prenons la grande frégate par exemple. Cet oiseau peut rester en l'air jusqu'à 2 mois sans se poser sur terre ou sur l'eau. Plus important encore, lorsqu'elle est au-dessus de la mer, la grande frégate ne peut pas interrompre son vol, même si elle en a envie. Contrairement à la plupart des oiseaux de mer, elle peut pas nager, elle s'enfoncerait donc et elle finirait par se noyer. C'est cette particularité qui a conduit les scientifiques à soupçonner la grande frégate de dormir en volant. C'était la seule explication possible. Finalement, on a découvert que la grande frégate dort bien en volant, mais très peu. Environ 45 minutes par jour, par période de 10 secondes. Elle le fait généralement à la tombée de la nuit. Mais lorsqu'elle dort, la grande frégate ne passe pas vraiment en mode pilote automatique. Un seul hémisphère cérébral se repose, l'autre reste éveillé. Personnellement, je serais même pas capable de m'endormir en si peu de temps. Pourtant, la frégate parvient bel et bien à se reposer. J'avoue être un peu jaloux. Mais revenons à terre et laissons les oiseaux tranquilles. Je voulais vous parler des lacs d'humeur. Il s'agit de 3 lacs de cratères du volcan Kelimutu situé sur l'île de Flores dans le centre de l'Indonésie. Ces 3 lacs ont l'étrange habitude de changer de couleur de façon imprévisible. Ils passent du noir au turquoise, du blanc laiteux au rouge sang. Sans surprise, les habitants de la région en ont tiré de nombreuses légendes. Ils disent notamment que les lacs sont le lieu de repos des âmes. Selon les actions accomplies au cours de leur vie, les âmes se retrouvent dans un lac ou un autre. Si vous avez été méchant, vous terminez dans le lac de sang, ce genre de choses. Enfin, ça n'explique pas vraiment les changements de couleur. En 2016, par exemple, les lacs ont changé de couleur jusqu'à 6 fois. Peut-être que les âmes qui les habitent se sont amendées. Bien sûr, il existe une explication scientifique. On pense que ces changements de couleur sont causés par des cheminées volcaniques qui libèrent de la vapeur et des gaz. Des minéraux joueraient également un rôle, mais le deuxième facteur le plus important est la quantité d'oxygène dans l'eau. Exactement, comme pour le sang. L'eau des lacs est plus bleue ou plus verte lorsque la teneur en oxygène est faible. Lorsqu'elle est riche en oxygène, elle apparaît rouge sang ou même noire, comme du coca. Il est intéressant de noter que les lacs changent de couleur indépendamment les uns des autres, car chacun est relié au volcan de façon séparée. Mais il y a encore plus surprenant qu'un lac couleur coca.
il existe des lacs d'asphalte. Certains des lacs les plus étranges du monde sont littéralement constitués non pas d'eau, mais d'asphalte, aussi appelé bitume, le matériau dont on forme les routes. L'asphalte utilisé aujourd'hui est dérivé du pétrole, mais il en existe dans la nature sous forme concentrée. Parfois, il s'infiltre dans le sol et forme de grandes fosses. L'asphalte liquide est tellement épais et visqueux qu'on peut marcher dessus. Mais si l'on y reste trop longtemps, on finit par s'y enfoncer. Bien que le lac semble inerte, l'asphalte s'y déplace lentement et on peut même remarquer des lignes d'écoulement à la surface. Petit à petit, des arbres préhistoriques et d'autres objets tombés dans le lac surgissent parfois des profondeurs. Ils disparaissent ensuite à nouveau pour réapparaître un beau jour, comme une sorte de capsule temporelle liquide. Vous savez, il existe des choses surprenantes. Et puis il existe des choses dont on ne peut absolument pas accepter l'existence. La nature peut pas faire une chose pareille. Elle peut quand même pas faire pousser un plant de soja dans un rat vivant. Et pourtant, voici un rat tout à fait ordinaire qu'un fermier indien a découvert en inspectant ses cultures. Un jeune plant de soja sortait du dos de l'animal. Le plus probable est qu'une graine se soit retrouvée dans une blessure ouverte, puis qu'elle ait miraculeusement germé sans tuer son hôte, bien que la graine ait été située à peu près dans la région du cou. Le cerveau n'était pas touché, et le pauvre rat tenait le coup, mais il souffrait atrocement. Il n'aurait pas tenu longtemps sans l'aide des humains. On a retiré le plant de soja et tout s'est probablement bien terminé. Mais bien sûr, on ne peut pas en être sûr, car il ne pousse généralement pas de plantes sur les animaux. Il existe toutefois des exceptions. L'ours polaire étant la plus surprenante d'entre elles. J'ai déjà mentionné que ce prédateur unique n'est pas vraiment blanc, mais plutôt transparent en raison de sa fourrure creuse. En fonction de la lumière du soleil, il peut paraître gris ou même rouge-orange. Et parfois, les ours polaires deviennent verts, quand ils vivent dans des zoos. Mais le soleil n'a rien à voir là-dedans. Le sol en béton des enclos des ours raye la fourrure des animaux, faisant de minuscules trous dans les poils et des algues y pénètrent. Les algues n'ont pas besoin de grand-chose. Elles vivent et se reproduisent dans la fourrure des ours, rendant leurs hôtes un peu verdâtres au passage. En fait, si les ours polaires vivaient dans un climat plus chaud, ils pourraient devenir verts naturellement, mais l'Arctique ne convient pas aux algues. Cependant, les ours polaires ne semblent pas être incommodés par les particularités de leur fourrure. Quant à la grenouille Brachycephalus ferruginus, elle a manifestement un compte à régler avec la nature. C'est un très petit amphibien, pas plus gros que le bout d'un crayon. Et bien que cette mini-grenouille ait l'air adorable, elle n'est pas très douée pour le saut. Curieusement, pas à cause de la taille de ses pattes ou quelque chose comme ça, mais à cause de ses canaux semi-circulaires, une partie de l'oreille interne. Ils sont tout simplement trop petits, ce qui signifie que la grenouille ne peut pas contrôler sa position à mi-saut. Cette minuscule grenouille peut sauter, c'est l'atterrissage qui lui pose problème. Ne vous inquiétez pas, elles vont bien. Le seul problème, c'est d'échapper aux prédateurs. Cette grenouille a donc dû apprendre à se camoufler et à augmenter sa toxicité. Et comme l'espèce n'a pas disparu, la stratégie doit fonctionner. D'un autre côté, d'autres grenouilles risquent de ne pas pouvoir s'adapter au changement climatique, car leur capacité à sauter dépend de l'humidité. Quand une grenouille est déshydratée, les scientifiques ont testé 3 espèces bien différentes, elle perd environ 20% de son poids, ainsi que beaucoup de mobilité. Plus un amphibien est sec, plus ses sauts sont courts, jusqu'au moment où la grenouille cesse de se déplacer. Le plus probable est que son sang s'épaissit par manque d'humidité, augmentant l'effort que doit fournir le cœur. Ainsi, il devient trop épuisant de bouger. Alors, ne ratez pas l'occasion de voir une grenouille sauter. Ça pourrait bien devenir un événement rare. Inutile que je vous parle des problèmes que pose le réchauffement de la planète. Mais soyons honnêtes, tous les dangers mortels que la nature fait courir aux animaux ne sont pas causés par l'homme. D'ailleurs, les humains font parfois office de sauveteurs. Prenons les cerfs. La nature les a conçus de telle sorte que les mâles ont besoin de frotter leur bois sur les arbres. Ils se débarrassent ainsi du velours qui recouvre les nouveaux bois. Ils marquent les arbres de leur odeur, ils font la preuve de leur comportement dominant, ils communiquent, ils attirent les femelles. En bref, quand on lit différentes études scientifiques, on commence à penser qu'il existe une sorte de réseau social bois et arbres, essentiel à la survie dans le monde animal moderne. Il existe de nombreuses subtilités quant à la manière et au type d'arbres contre lesquels les cerfs doivent se frotter.
Mais il y a un problème majeur. Les bois sont grands, solides et peuvent devenir un piège mortel pour un mâle. Un faux mouvement ou un arbre mal choisi et le tour est joué. Ce dernier s'est transformé en piège. Parfois, le cerf a de la chance et des humains viennent à sa rescousse. Ou alors, il secoue tellement la tête qu'il finit par se libérer. Mais parfois, on ne découvre le malheureux animal que quand il est déjà trop tard. Il est évident qu'aucun prédateur ne manquerait une occasion d'attraper un cerf coincé. Mais est-ce qu'une girafe peut se coincer la tête dans un arbre ? Comme cette pauvre bête qui vivait dans un zoo japonais et qui un jour s'est coincé la tête entre les branches d'un faux arbre. Oui, c'était un faux, mais en théorie ça pourrait arriver dans la nature, non ? Heureusement que les gardiens l'ont aidée. Et si elle était restée coincée quelque part au beau milieu de la savane ? Je pense qu'elle aurait connu le même sort que le cerf. Elle aurait fait le bonheur de prédateurs et il en resterait un squelette solitaire. Mais vous savez, on s'est laissé emporter par les plans sournois de Dame Nature. Et il est temps de regarder de plus près les toutes petites choses. Voici la mouche Philornis donzi, un parasite très tenace. Elle pond ses œufs dans les nids d'oiseaux afin que ses larves puissent se nourrir du sang et des tissus des oisillons. Ça cause la mort de plus de la moitié des oisillons, et même les survivants sont pas tirés d'affaire. Les larves endommagent le bec des oiseaux, et ça a des conséquences bien réelles. Je suis sérieux, écoutez le chant d'un pinson qui n'a pas souffert de parasites. Maintenant, écoutez-en un autre qui doit vivre avec un trou dans le bec. Les experts en chant d'oiseaux disent que les pinsons affectés sont incapables de produire des notes aiguës. Encore une fois. Vous entendez la différence ? Bien sûr, quand on n'émet pas un son aussi fort que les femelles le souhaiteraient, on ne les attire plus, et on perd ainsi la chance de procréer. En bref, rien de bon. En fait, les parasites sont un problème pour de nombreux animaux, même les chauves-souris. Les mouches, bien sûr, ne peuvent rien leur faire, contrairement à un certain champignon qui aime le froid. Il préfère une température ambiante de 4 à 20 degrés Celsius, les conditions que les chauves-souris choisissent pour hiberner. Pendant qu'elles dorment, le champignon attaque leur peau nue, en particulier autour des narines, causant le syndrome du nez blanc. Le nez des chauves-souris malades devient vraiment blanc. On ne peut pas critiquer le nom de la maladie. Ça laisse aussi des marques sur leurs ailes. Mais si encore c'était le seul problème. Le champignon rend les chauves-souris beaucoup plus actives qu'elles ne sont censées l'être, et elles font donc des choses bizarres. Par exemple, elles volent dehors pendant la journée, en hiver. En conséquence, les animaux dépensent tellement d'énergie qu'ils ne survivent tout simplement pas jusqu'au printemps. Pourtant, une vie dans un endroit sombre et humide semble être relativement calme. Mais pour être honnête, il m'est difficile de croire qu'une telle vie puisse être heureuse. Prenons l'exemple du proté-anguillard. Cet amphibien qui vit dans les grottes de Bosnie-Herzégovine s'est retrouvé il y a longtemps coincé dans un piège naturel. Dans l'obscurité, isolé et même sous l'eau, il a donc dû évoluer. C'est ainsi qu'est apparue cette créature similaire à l'axolotl. Cet animal est aveugle. Il peut vivre sous l'eau pendant plus de 100 ans, survivre pendant de nombreuses années sans nourriture, et en plus, il se déplace à peine. Sérieusement, on connaît un individu qui n'a pas bougé depuis 7 ans. Pas le moindre mouvement. Il n'a pas bougé d'un centimètre. Imaginez, vous évoluez, vous vous adaptez, et vous finissez sous la forme d'une salamandre sous-développée avec la vie la plus ennuyeuse sur Terre. Pauvre bête. Mais puisqu'on parle des habitants des grottes, vous vous êtes déjà demandé pourquoi ils sont souvent aveugles ? Dans une grotte souterraine, il s'avère qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture et d'oxygène. Dans de telles conditions, il faut économiser ses forces. Et la vue, comme l'ont découvert les scientifiques, demande beaucoup d'énergie. En renonçant à la vue, on économise environ 15% d'énergie. Et on n'a rien à y perdre, car on est déjà dans le noir complet. On fait sa vie et on améliore d'autres compétences, ou on se contente de manger tout ce que l'on trouve. Pour être clair, je préfère préciser que cette idée de conservation de l'énergie n'est qu'une théorie. Comme c'est généralement le cas dans la nature, de nombreux facteurs différents ont dû être réunis pour parvenir à un certain résultat. L'évolution est basée sur le principe « si ça marche, c'est que c'est pas stupide ». Mais observer les koalas force à remettre en question cette affirmation. Tout le monde sait que les koalas mangent des feuilles d'eucalyptus, pas vrai ?
Pour l'instant, laissons de côté le fait qu'en raison de la sécheresse et des incendies, ces feuilles leur font souvent défaut. Car même là où on trouve des eucalyptus en abondance, les koalas meurent de faim, avec l'estomac plein de nourriture, et c'est presque une mort naturelle pour eux. Il s'agit de koalas âgés. En effet, quand on mâche toute sa vie de dures feuilles d'eucalyptus, nos dents se dégradent progressivement. L'eucalyptus est peu nutritif, c'est-à-dire qu'il faut le mâcher très soigneusement pour en extraire des substances utiles. Mais quand on est un vieux koala, nos dents ne sont plus assez fortes. On est obligé d'avaler les feuilles presque sans les mâcher. Or, le corps des koalas ne peut tout simplement pas absorber l'eucalyptus s'il n'est pas correctement mâché. Ainsi, un koala âgé meurt de faim, l'estomac plein de nourriture, parce que c'est le destin que l'évolution a choisi pour cet animal. D'ailleurs, les paresseux ont un problème similaire, mais dans leur cas, le problème est la digestion qui ne fonctionne pas quand il fait froid. Je sais, ça semble absurde, mais c'est vrai. Les paresseux comptent sur les bactéries et les microbes présents dans leur estomac pour digérer les feuilles qu'ils mangent. Ces microbes sont sensibles à la température. Lorsque la température ambiante baisse, la température corporelle du paresseux baisse également. Et si elle devient trop basse, les bactéries et les microbes meurent tout simplement. Quand ça arrive, un paresseux peut manger autant de feuilles qu'il le souhaite et mourir de faim quand même, car il est incapable d'absorber les nutriments. La seule façon pour un animal dans cet état de survivre, c'est de reconstituer la flore bactérienne dans son corps. Naturellement, avec l'aide d'humains, le paresseux lui-même mourrait avant même de réaliser qu'il doit faire quelque chose. Et c'est toujours comme ça avec la nature. Elle ne laisse jamais les animaux tranquilles. Regardez les petits du langur de Delacour. Ils ne ressemblent pas du tout aux adultes. Il s'agit d'une adaptation très intelligente. Quand on est si brillant et si voyant, les femelles nous accordent plus d'attention. On mange plus, on grandit plus vite et on risque moins d'être tué par un mâle agressif. D'un autre côté, quand on se démarque autant, n'importe quel prédateur peut facilement nous repérer. N'importe lequel. C'est comme s'affubler d'une énorme cible ou d'une pancarte qui dit « Mangez-moi ». Que peuvent bien y faire les petits langurs? Merci beaucoup l'évolution. Les petits diables de Tasmanie n'ont pas été gâtés eux non plus. Selon diverses sources, une femelle peut donner naissance à 20 à 50 petits à la fois. Seulement, elle n'a que 4 tétines à l'intérieur de sa poche. Il y a 5, voire 10 fois plus de petits, ce qui entraîne une concurrence féroce. La plupart des bébés meurent avant même d'avoir leur première fourrure. Pourquoi la nature ferait quelque chose comme ça? Eh bien, parce qu'elle le peut, tout simplement. Le 21 août 2021, Ali Boulat, un ouvrier de la ville russe de Stavropol, a filmé un phénomène naturel rare, un roi de rats. 5 petites souris, trouvées dans un champ de pastèques, avaient leur queue entrelacée. Ali Boulat suggéra que la maman souris avait noué la queue de ses petits et qu'elle les avait attachés à une branche de pastèque. Le champ avait été arrosé récemment et l'eau avait atteint le terrier où vivaient les rongeurs. C'est une explication discutable. Mais notre homme est parvenu à démêler les souris, il les a aidées à se sécher et il les a relâchées. On peut supposer que sans son aide, les souris seraient mortes, d'une mort lente et douloureuse. Selon le conservateur principal chargé des mammifères au musée Victoria, Kevin Rowe, des rongeurs ainsi coincés ensemble ne survivent pas longtemps. Ils sont incapables de se déplacer, ils n'ont aucun moyen de chercher de la nourriture ou de l'eau. Ils sont coincés et condamnés à vivre le martyre jusqu'à ce qu'ils se détachent ou qu'ils meurent. Mais avant de distinguer la vérité de ce qui relève du mythe, il faut aller au fond des choses concernant le phénomène appelé roi de rats. Quelle est son origine? Eh bien, il y a plusieurs théories. La première dit qu'un roi de rats se forme lorsque dans un espace exigu comme un terrier, des rats se blottissent simplement les uns contre les autres. Ils ont si peu de place qu'ils ne savent pas où mettre leurs pattes et leur queue, et celles-ci s'entremêlent. La deuxième théorie est très similaire, mais seulement à première vue. Elle suppose que les rats attachent leur queue ensemble lorsqu'ils se blottissent les uns contre les autres en cas de froid intense. Mais en l'occurrence, ils le feraient volontairement. En d'autres termes, la création d'un roi de rats serait une décision consciente et les rats attacheraient leur queue ensemble pour survivre. Si c'est le cas, pourquoi démêler les pauvres rongeurs? Ils essaient seulement de se réchauffer, tout va très bien.
En fait, les deux théories sont appuyées par des arguments. Si les rats se collent les uns aux autres par accident, ça pourrait être à cause du sébum. Comme leur queue est glabre, les rats produisent du sébum en grande quantité pour protéger et hydrater la surface de leur peau. Je suis sérieux, aux endroits fréquentés par des rats, là où ils empruntent les mêmes chemins, on peut même en trouver les traces. Plusieurs queues bien lubrifiées par le sébum s'entremêlent, puis la graisse fige à cause du froid. Des restes de nourriture, des excréments et même du sang peuvent s'y ajouter pour servir de colle. Mais le résultat est le même. Les queues des rats s'entremêlent pendant leur sommeil. Lorsqu'ils se réveillent, ils essaient de se disperser dans différentes directions, ce qui ne fait que resserrer le nœud. Cette théorie est étayée par le fait que la plupart des rois de rats ont été trouvés à la saison froide, et généralement dans des lieux étroits. Les rats auraient donc pu figer les uns contre les autres. D'un autre côté, le temps froid pourrait expliquer qu'ils se soient entremêlés exprès. S'il existe un rongeur qui maîtrise le travail en équipe, c'est bien le rat. Je pense que c'est en partie pour ça que des scientifiques s'en sont servis pour relier deux cerveaux par Internet. Littéralement, des scientifiques ont implanté des électrodes dans le cerveau de deux groupes de rats et ils les ont reliés à des ordinateurs. Les signaux du cerveau d'un premier rat étaient transmis par câble à un ordinateur, puis au cerveau d'un autre rat. Au fait, les animaux n'étaient pas seulement dans des cages différentes, mais sur des continents différents. En fin de compte, il s'est avéré que les rats sont effectivement capables d'échanger des informations de cette manière, y compris des données tactiles. En fait, c'est super cool comme recherche. Je suis surpris de ne pas en avoir entendu parler avant. Il est possible en théorie que ces rats attachés les uns aux autres le fassent volontairement. D'ailleurs, ils peuvent se libérer. Mais ça se passe pas comme ça pour les écureuils. Et oui, on connaît beaucoup plus d'exemples de rois d'écureuils que de rois de rats. En 2013, ce phénomène a été observé dans le Saskatchewan au Canada. 6 écureuils étaient attachés ensemble par la queue, sûrement à cause de la sève des arbres, et apparemment, ils sont morts avant l'arrivée des secours. Un autre roi d'écureuils a été découvert en 2018 dans le Nebraska. Là encore, 6 bébés écureuils, leur queue entremêlée, et là encore à cause de la sève des arbres. Les experts sont arrivés à temps. Ils ont calmé les écureuils avec un analgésique léger, ils ont coupé leur fourrure poisseuse et ils ont démêlé leur queue. L'ensemble du processus a pris environ 1 heure. Les bébés écureuils ont survécu, mais certains ont dû être amputés de parties de la queue irrémédiablement endommagées. Il est peu probable que des rats aient besoin d'une amputation. Si vous avez déjà touché la queue d'un rat, vous devez savoir qu'elle est sacrément flexible. Les rats peuvent bel et bien se sortir eux-mêmes d'un roi de rats, ce qui confirme qu'ils peuvent le former volontairement. Les experts affirment que les queues se séparent facilement à la moindre intention de séparation. Dès qu'il fait assez chaud, le roi de rats laisse place à des rats bien distincts qui n'ont plus besoin de se tenir chaud les uns les autres. Et si le nœud est trop serré, les rats ont toujours un plan B. L'un d'entre eux n'a qu'à se ronger la queue pour s'extraire du piège. En fait, les rats sont si doués pour la survie que seuls les cafards peuvent faire mieux. Il y a 75 millions d'années, les ancêtres des rats rongeaient des os de tyrannosaures. C'est un indice clair que les rats sont bien placés dans la course à l'évolution. Non seulement ils peuvent grimper presque partout, manger presque n'importe quoi, se reproduire dans presque toutes les conditions, mais ils ont aussi de sacrées dents. Vous les avez bien regardées? Leurs dents de devant peuvent croître de 14 cm par an. Bien sûr, elles s'usent avec le temps, mais ce taux de croissance suggère que les rats disposent toujours d'une arme fiable. Leurs molaires fortes et pointues leur permettent de mâcher presque tout, y compris des parpaings, du bois, des briques et des tuyaux de plomb. Ronger sa propre queue n'est pas un problème pour un rat. Mais leur queue ne repousse pas, contrairement à celle d'un lézard. Quoique, tout dépend de l'espèce. Il existe des rongeurs qui peuvent régénérer leur queue, les souris africaines épineuses. Lorsque Marvel Comics a créé un super-héros capable de guérir de terribles blessures, ils auraient peut-être dû l'appeler souris africaine épineuse au lieu de Wolverine. Oui, c'est moins impressionnant, mais imaginez, ces animaux peuvent se débarrasser de jusqu'à 60% de la peau de leur dos pour échapper à l'emprise d'un prédateur et survivre. 60%! La peau des souris africaines épineuses est très facile à déchirer, mais elle se régénère à une vitesse incroyable. Les plaies cessent de saigner, elles guérissent rapidement et rétrécissent de 64% en l'espace d'une journée. Alors qu'un rat ordinaire a besoin de 5 à 7 jours pour recouvrir une plaie de peau neuve, la souris africaine épineuse peut le faire en seulement 3 jours. Et la peau régénérée ne comporte aucune cicatrice. En plus, la souris africaine épineuse peut colmater les trous dans ses oreilles et régénérer l'extrémité de ses orteils sans difficulté.
Si des souris africaines épineuses se retrouvaient attachées par la queue, ça leur poserait aucun problème. Il leur suffirait de se ronger la queue et de s'en aller. Mais revenons aux rats. S'ils créent les rois de rats eux-mêmes et qu'ils peuvent ensuite s'en défaire, pourquoi on les retrouve morts dans la grande majorité des cas ? Après tout, dans toute l'histoire de l'humanité, enfin jusqu'en 2005, seuls 58 rois de rats authentiques ont été découverts, dont 6 ont fini dans des musées. Pas terrible en termes de chances de survie. Mais il existe une théorie pour expliquer ça, et elle accuse les humains. Les humains aiment l'argent, et attacher ensemble les queues de rats morts pour ensuite les faire passer pour des rois de rats et les vendre à des musées est un moyen plutôt facile de gagner de l'argent. En tout cas, à une époque, personne n'aurait laissé passer une telle occasion. Et c'est encore le cas de nos jours. Il n'y a pas si longtemps, on a découvert des ânes peints en zèbre au zoo du Caire. Les propriétaires voulaient des animaux exotiques, mais ils coûtaient trop cher. Plus que d'acheter de la peinture et des ânes. Mais la peinture a fondu sous le soleil brûlant, et la robe caractéristique des zèbres a disparu sous les yeux des visiteurs. Oups! Il existe une autre théorie pour expliquer pourquoi ces rats enchevêtrés sont retrouvés morts. Peut-être qu'ils sont morts avant d'avoir réussi à s'en extraire, les causes peuvent être multiples, ou quelque chose les en a empêchés. Par exemple, dans le cas du roi de rat conservé au musée Otago de Dunedin, en Nouvelle-Zélande, les conservateurs affirment que les rats s'étaient empêtrés dans du crin de cheval. Ils sont tombés des chevrons au-dessus d'un bureau d'expédition sur la tête des gens présents. Ceux-ci n'ont pas apprécié et les ont battus à mort, causant la mort du roi de rat tout entier. Parfois, les rats marchent dans quelque chose de collant, enfin quelque chose d'autre que leur fluide biologique. Les rongeurs s'endorment, ils se roulent en boule pour se réchauffer, leur queue s'entremêle pendant leur sommeil et au réveil ils se retrouvent coincés. Si de plus leurs queues sont collées ensemble, il leur est presque impossible de s'extraire du roi de rat. Les pauvres risquent non seulement de mourir de faim ou de soif, mais lorsqu'ils sont attachés l'un à l'autre, leur vitesse, leur agilité, leur dextérité et autres qualités qui ont permis aux rongeurs de survivre de l'époque des dinosaures à nos jours leur font défaut. Dans cet état, les rats sont des proies faciles, tant pour les prédateurs que pour les humains, qui n'hésitent pas à les mettre dans un musée. Une fois morts, bien entendu. En effet, trouver un roi de rats est un événement. Vous vous souvenez de l'histoire du début de la vidéo ? Croyez-le ou non, cet exemplaire est considéré comme l'une des premières preuves fiables de l'existence de rois de rats. Bien sûr, la taille a son importance. Le plus ancien spécimen de roi de rat aurait été trouvé à Altenburg en Allemagne en 1828. Il comprend 32 rongeurs et constitue le plus grand spécimen au monde. Selon le musée où se trouve ce roi de rat, il a été découvert par un certain Miller Steinbruck alors qu'il nettoyait sa cheminée. Et c'est tout ce qu'on sait. On ignore qui était ce Miller et dans quelles circonstances il a trouvé le roi de rat. Au moins, ces 32 pauvres rats ont gagné leur place dans le Guinness des records. Bien sûr, on avait déjà trouvé des rois de rats bien avant, mais à l'époque, personne n'avait l'idée de les conserver. Pourquoi faire ? Imaginez vivre en Europe dans les années 1500. La première mention de roi de rats remonte à 1564. C'était pas la meilleure époque qui soit pour aimer les rats ou chercher à comprendre pourquoi leur queue s'entremêle. Mais il existait la légende suivante. On racontait que les vieux rats, connus pour leur sagesse, s'asseyaient sur les queues entremêlées d'autres rats. On pensait que les rats âgés formaient une sorte de royauté, d'où le nom de roi de rats. Bien sûr, personne ne s'extasiait devant de tels rois. Ils étaient considérés comme un très mauvais signe, un présage de malheur, de maladie et même de mort. Et on peut même pas reprocher à nos lointains ancêtres d'avoir été superstitieux. À l'époque, les gens faisaient pas le lien entre la peste et les puces que transportaient les rats, mais on trouve davantage de rois de rats quand le nombre de rats augmente. Ainsi, qui dit roi de rats dit risque d'épidémie mortelle. Compte tenu de ça, on comprend pourquoi il y a si peu de témoignages de rois de rats en vie. Si une chose est présage de mort, il vaut mieux s'en débarrasser. La bonne nouvelle, c'est que les gens sont beaucoup moins superstitieux aujourd'hui et que les scientifiques auront peut-être l'occasion d'étudier des rois de rats vivants. Et ils pourront démêler le problème. Regardez ces photos. Cette vache est si décharnée qu'on peut littéralement voir à travers. Sérieusement, j'arrive à voir le sol de l'autre côté de son corps. Ce qui a tué cet animal, c'est la famine et la sécheresse. Et c'est loin d'être un cas isolé. Dans le monde entier, en particulier dans les régions arides comme l'Afrique, le bétail souffre régulièrement de malnutrition.
En 2016, les éleveurs éthiopiens ont perdu la plus grande partie de leur bétail à cause de la pire sécheresse des 50 dernières années. Et même si on parvenait à résoudre le problème de l'eau, la principale source de nourriture des vaches n'en disparaîtrait pas moins. Cela dit, les vaches ne sont pas des colibris qui doivent manger tous les jours pour survivre. C'est des animaux assez résistants qui peuvent survivre dans des conditions extrêmes. On pense que les vaches peuvent survivre jusqu'à 2 semaines sans nourriture, mais après quelques jours seulement, elles commencent à avoir des problèmes de santé. Lors d'une famine prolongée, la dégradation de leur état est clairement visible. On peut voir leurs côtes, leurs os et les vaches se sentent faibles. Tout leur corps tient grâce à la graisse résiduelle accumulée à l'intérieur de leur corps. Lorsqu'il n'y en a plus, le cœur cesse de battre et l'animal meurt. Fin. Une vache a besoin de beaucoup de nourriture pour rester en bonne santé. Elle peut consommer 2% de son propre poids chaque jour, soit environ 10 kg. Ainsi, si la végétation est clairsemée en raison de la sécheresse ou du manque de sources d'eau à proximité, ça suffit pas pour assurer sa survie à long terme. Avec un tel régime, une vache peut tenir un maximum de 60 jours. Cependant, après 4 ou 5 jours sans nourriture, son système immunitaire commence à se détériorer, ce qui la rend sujette à des maladies potentiellement mortelles. Il va sans dire qu'aucun mammifère n'atteint les performances des poissons, des serpents et des insectes en termes de résilience. La vidéo d'un hanneton ayant perdu ses entrailles est devenue virale sur Internet en raison de la capacité incroyable de ce coléoptère à vivre sans certains organes vitaux. Certains insectes peuvent en effet survivre même après avoir perdu des parties importantes de leur corps. En fait, un tel insecte ressemble plutôt à un zombie puisqu'il ne peut pratiquement rien faire d'autre que de déambuler lentement sans but. Mais écoutez ça, certains insectes peuvent continuer à se déplacer même après leur mort grâce à leur système nerveux décentralisé. La programmation naturelle de l'insecte est encore active, ce qui fait que son corps, bien que sans vie, continue à bouger pendant une courte période jusqu'à ce qu'il soit à court d'énergie. En bref, comme il n'a pas de bouton arrêt, l'insecte reste allumé. Cependant, il existe une autre théorie. Ce phénomène pourrait être dû à des parasites qui pénètrent dans le corps de l'insecte et qui prennent le contrôle de son cerveau après sa mort, le faisant bouger même sans organes vitaux, afin que les parasites puissent se déplacer et se multiplier. Franchement, je préfère la théorie qui n'implique pas de parasites. Il existe certaines choses qu'il ne faut pas faire. Par exemple, il ne faut surtout pas attaquer une tortue de mer quand on est un pélican blanc. Pourquoi ? Eh bien, la tortue n'a pas apprécié d'être mangée, et sa vengeance a été terrible. Elle a non seulement cassé le bec de l'oiseau, mais elle l'a véritablement mis en lambeaux, forçant le pélican à battre en retraite. Vous savez, je n'y avais jamais pensé, mais le bec d'un pélican est en fait assez fragile. Voici leur sac gulaire. Il est constitué de peau qui peut être déchirée assez facilement. Si un pélican attrape un poisson qui a un hameçon dans la bouche, ce minuscule morceau de métal va perforer le sac. Bien sûr, le trou laissé par l'hameçon ne sera pas aussi gros que les séquelles du châtiment de la tortue. Mais il n'y a quand même pas de quoi s'en réjouir. Les poissons passent à travers ces trous, où ils y restent coincés, ce qui ne fait pas le bonheur des pélicans. Et il semble que les mâchoires du pélican, tout comme son sac gulaire, soient façonnées par l'environnement dans lequel l'oiseau vit. La mâchoire du pélican blanc est beaucoup moins résistante que celle du pélican brun, par exemple. Il faut savoir que le pélican blanc se nourrit souvent en surface, tandis que le pélican brun plonge après les poissons et ouvre son bec sous l'eau tout en se déplaçant. Ça nécessite un bec plutôt solide. À propos, les scientifiques ont découvert ce phénomène en étudiant simultanément les pélicans et les baleines. On dirait que ces animaux n'ont absolument rien en commun. Pourtant, ils se nourrissent de la même manière. Ils ouvrent la bouche, ingurgitent de l'eau en même temps que leur proie, puis rejettent l'excédent. J'y avais jamais réfléchi. Mais revenons à notre pélican blanc, qui n'a pas eu de chance avec son déjeuner. Est-ce que cet oiseau peut survivre avec un sac gulaire rompu? Au moins en théorie? Eh bien, non. Les poissons vont passer à travers tout simplement et l'oiseau finira par mourir de faim. À moins qu'un humain ne vienne à la rescousse. Steve et moi sommes pas vétérinaires, alors on n'en est pas sûr à 100%. Mais on a trouvé une telle histoire de sauvetage. En Australie, un pélican a été attaqué par un requin. Un requin, c'est autre chose qu'une tortue.
le prédateur a littéralement arraché un morceau du sac gulaire. Des gens ont sauvé le pélican et l'ont amené chez le vétérinaire, qui a passé plusieurs heures dans la salle d'opération à poser 200 points de suture et à soigner les blessures de l'oiseau. Cette histoire s'est bien terminée, car le pélican, qui s'appelait d'ailleurs Lucky, a reçu de l'aide à temps, et il a pu retourner à l'état sauvage en 10 jours seulement. Vous pensez qu'on va vous raconter une autre histoire de pélican affamé qui a mal choisi sa proie? Non, cette fois c'est l'oiseau qui a servi de proie. Pour les jeunes requins, les oiseaux sont la cible parfaite pour aiguiser leur talent de chasseur. Surtout les oiseaux chanteurs qui peuvent pas s'envoler rapidement s'ils tombent dans l'eau par accident, mais les pélicans font aussi l'affaire. Après tout, ils sont parfois suffisamment maladroits pour que les jeunes requins les utilisent pour s'entraîner. Il faut bien qu'ils apprennent à mordre leur proie correctement. Tiens, en parlant de proie, comment se fait-il que le pélican du début de la vidéo ait osé attaquer une tortue? Après tout, les pélicans se nourrissent essentiellement de poissons, perfectionnant leur stratégie de chasse jusque dans les moindres détails. De nombreux pélicans pêchent en groupe, en nageant ensemble. Ils forment une ligne ou un U. Ils dirigent les poissons vers des eaux peu profondes, puis les avalent un peu comme on boirait de la soupe à la cuillère. Mais pour les pélicans, le poisson c'est un peu l'équivalent de la nourriture saine que nos parents et notre médecin nous recommandent. Difficile de se forcer à manger des brocolis quand il y a des hamburgers partout. Les pélicans sont donc toujours prêts à prendre pour casse-croûte de pauvres amphibiens, crustacés et insectes, voire de petits oiseaux ou mammifères. En bref, le problème est que les pélicans sont prêts à fourrer n'importe quoi dans leur bec. Sérieusement, ils essaient de manger tout ce qui semble un tant soit peu comestible. Pincer la patte d'une girafe? Pourquoi pas, ça a l'air délicieux. Essayer de mordre un chien? Avaler un ourson? Un chat? Une oreille d'âne? Bon sang, même les kangourous semblent être au goût des pélicans. Même les capybaras. Heureusement que les capybaras sont assez aimables pour ne pas s'en offusquer. C'est une chose d'essayer de manger quelque chose de vivant, mais que dire de ce pélican qui a avalé un téléphone? Il n'a pas fait que l'avaler, il a d'abord arraché de la main de quelqu'un. Heureusement, cette fois encore, des gens sont venus à la rescousse et ils ont retiré le téléphone de l'oiseau. En fait, cette histoire aurait pu se finir d'une toute autre façon, car les pélicans sont trop orgueilleux. Parfois, ils essaient d'avaler de grosses, très grosses proies, et ils s'étouffent. Comme dans le nord du Minnesota où un pélican avait décidé d'avaler un gros doré jaune. Mais le poisson était trop gros et il est resté coincé dans la gorge de l'oiseau. Le pélican est mort et le doré jaune a survécu. Si les poissons pouvaient ricaner, ce doré le ferait certainement. Une histoire similaire s'est produite dans le sanctuaire ornithologique de Sohor Sarovar en Inde. Là encore, il y avait un pélican et un gros poisson. Mais cette fois, il y avait des gens à proximité qui ont retiré à temps le trop gros souper de la gorge de l'oiseau et ont pratiqué une opération. On dirait que les pélicans, avec leur gloutonnerie et leur étrange conviction de pouvoir tout manger, ont plus souvent besoin de l'aide des humains que tout autre animal. Cependant, parfois, ils n'ont pas besoin de chirurgiens. Cette femme, Beth Vert, est une sauveteuse d'animaux bénévole. Mais oui, elle a simplement enfoncé sa main dans la gorge du pélican et elle en a sorti le poisson. Sérieusement, Beth a fait ça à main nue. Est-ce que ce pélican savait qu'il avait les yeux beaucoup plus gros que le ventre? C'est difficile à dire. Il a peut-être fait la même chose que celui qui voulait manger un capybara. Ou peut-être qu'il avait commis une petite erreur dans ses calculs. Et maintenant revenons à la tortue de mer du début de la vidéo. C'est même pas qu'elle était trop grosse pour le pélican. Simplement, c'était pas la bonne tortue à laquelle s'attaquer. C'est pas parfaitement clair sur la vidéo, mais Steve et moi pensons qu'il s'agissait d'une tortue Chytra indica. Elle est assez grande et on la trouve en Inde. Elle est aussi sacrément carnivore et agressive. S'enfouissant dans le sable, la tortue attend qu'une proie passe à sa portée. Lorsque ça se produit, la tête de la tortue surgit de sa carapace à grande vitesse pour l'attraper. Oui, ces tortues ont des mâchoires très puissantes. C'est un animal qui serait certainement capable de mordre un humain s'il en avait l'occasion. Parce qu'il le pourrait tout simplement. Cette tortue aime pas la compagnie. De plus, à en juger par des études, certaines espèces de tortues à carapace molle mordent avec à peu près la même force qu'un chien pas trop grand. Mais tous les chiens sont pas agressifs. Maintenant, imaginez que cette créature réalise soudainement qu'une sorte de pélican essaie de la manger. Ouais, on dirait que le pélican s'en est bien tiré. Une cousine de cette tortue indienne, la tortue à carapace molle de Floride, qui vit dans le sud-est des États-Unis, a une morsure si puissante qu'elle peut arracher le doigt d'une personne. Si elle y met toute sa volonté, bien sûr. On en avertit d'ailleurs les futurs propriétaires. Même les morsures des petites tortues sont très douloureuses.
Mais notre malheureux pélican blanc n'a pas seulement souffert des mâchoires puissantes et du mauvais caractère de la tortue. Ses griffes sont également une arme redoutable. Elle en possède 3 sur chaque membre antérieur. Ses griffes sont assez aiguisées pour déchirer tout ce qui se trouve sur leur chemin. D'ailleurs, il faut dire ce qui est. Les tortues essaient souvent de manger des oiseaux. Par exemple, une tortue serpentine, un animal grand et puissant, a un jour attrapé un pélican sous les yeux d'un groupe de promeneurs. Certains d'entre eux ont suggéré que c'était par autodéfense, que la tortue avait simplement eu peur pour sa vie. Mais les tortues serpentines sont omnivores. Les oiseaux imprudents font partie de leur menu habituel. Le pélican de la vidéo précédente a eu de la chance. L'oiseau a réussi à se libérer. Il était peut-être trop grand car les tortues serpentines ont une tactique de chasse bien particulière. Elles attrapent par la patte un oiseau qui s'est posé sur l'eau. Elles serrent les mâchoires, puis elles entraînent l'oiseau sous l'eau. Et elles l'y maintiennent jusqu'à ce que le pauvre animal suffoque. C'est alors l'heure du déjeuner, une façon simple et efficace de chasser qui ne demande en fait aucun effort particulier de la part de la tortue. D'ailleurs, si une tortue le veut vraiment, elle peut aussi attraper des pigeons. Certes, elle devra sortir de l'eau pendant un certain temps, mais la stratégie sera la même. Et si vous pensez que seules les tortues qui vivent dans l'eau et se déplacent suffisamment vite mangent des oiseaux, alors sachez que leurs homologues terrestres ne rechignent pas non plus à prendre un oiseau au petit déjeuner. C'est encore mieux si c'est un oisillon qui ne peut pas s'envoler. Mais oui, une tortue géante qui chasse un oiseau mignon. Elle a l'air un peu ridicule et maladroite, mais la tortue n'abandonne pas. Les scientifiques ont été choqués quand ils ont vu ça. En effet, on a longtemps cru que les tortues géantes, que l'on ne trouve plus qu'aux Seychelles et aux Galapagos, étaient herbivores. Mais occasionnellement, elles peuvent manger des coquilles d'escargots et des os d'oiseaux. Et il s'avère que parfois, elles mangent même les oiseaux entiers. Et que pensez-vous de ça ? Des tortues qui se redressent et qui étendent leurs membres et leur queue pour que les pinsons puissent les débarrasser des tiques. Est-ce que c'est une situation parfaitement normale dans le monde animal ? Bien sûr que oui. Mais parfois, au cours du nettoyage, la tortue se laisse tomber sans prévenir et les oiseaux, qui se trouvaient à ce moment-là sous la carapace, finissent aplatis. Et ensuite, la tortue les mange. Les histoires de ce genre m'ont toujours semblé être des blagues d'experts en tortues, jusqu'à ce que je trouve des images d'une tortue mangeant un oisillon. Et vous savez, je peux comprendre pourquoi les scientifiques avaient des doutes. Mais pour vérifier si une tortue terrestre peut réellement être prédatrice, il faut savoir si elle est capable de digérer de la viande. Alors Steve et moi avons étudié les recherches existantes. Et il s'avère que personne ne le sait. Les scientifiques n'en ont aucune idée, car il ne leur était jamais venu à l'esprit que les tortues terrestres pouvaient être des prédateurs, des chasseuses. C'est vrai que ça semble ridicule. Enfin, sauf pour ce qui est de la tortue serpentine. Elle est agressive et elle a des mâchoires très puissantes. Pas autant que celle d'un crocodile bien sûr, mais la force de sa morsure est estimée entre 208 et 226 newtons. C'est assez pour briser un os. Même une tortue alligator dont la morsure est plus faible peut facilement broyer une main humaine. Oui, c'est une fausse main, mais sa densité est la même que celle d'une vraie. 160 newtons suffisent pour réduire une main en morceaux. En fait, un mythe circule selon lequel la tortue alligator, sans parler de la tortue serpentine, peut mordre tout ce qui entre dans sa bouche. Même un morceau de bois très solide. Même un manche à balai. Alors, c'est pas un mythe. Les scientifiques ont testé ça. Et ces tortues en sont vraiment capables. Quand tu es tombé, ton balai, eh bien, il y avait une tortue et... Enfin... Quand j'étais petit, j'étais terrifié par les requins. Je ne vivais pas près de la mer, mais j'avais l'impression qu'un requin risquait à tout moment de surgir dans une rivière ou même dans un lac. Après tout, c'est de l'eau, alors quelle différence ça fait ? Malheureusement, à l'époque, personne ne m'a expliqué que les requins explosent dans l'eau douce. Bien sûr, ça n'arrive pas tout le temps. Il existe des espèces capables de vivre dans les rivières, mais la plupart des requins ont besoin de conserver une certaine quantité de sel dans leur corps. Le grand requin blanc, par exemple, le plus redoutable des prédateurs marins. S'il décidait de quitter la mer pour remonter une rivière, le niveau de salinité du corps du requin, très élevé par rapport à son environnement, entraînerait des ballonnements. Progressivement, de l'eau douce pénétrerait par les branchies, le requin perdrait du sel, et ça pourrait le faire se dilater jusqu'à ce qu'il explose. Ça a l'air un peu bizarre,
Pour comprendre comment ça marche, il faut savoir ce qui arrive aux cellules du corps quand on les place dans de l'eau salée. Le processus qui maintient au niveau voulu la concentration de sel dans les cellules des poissons est appelé osmose. En fait, l'eau pénètre dans les cellules et en ressort. Les poissons d'eau douce, comme les poissons rouges, sont plus salés que leur environnement. Par osmose, l'eau environnante pénètre dans leur corps à travers leurs branchies et leur peau. Les poissons d'eau salée, comme le thon, sont moins salés que l'eau qui les entoure. Par conséquent, dans leur cas, l'osmose force l'eau à sortir de leur corps. Si un poisson d'eau salée se retrouve en eau douce, le processus s'inverse. Le poisson absorbe du liquide. Ses cellules n'y sont pas préparées, alors elles gonflent jusqu'à se rompre. Et bien que le corps du requin diffère de celui du thon, il fonctionne à peu près de la même manière. Même les poissons qui peuvent passer de l'eau douce à l'eau salée ont besoin de temps pour s'adapter à leur nouvel environnement. De même, il faut du temps aux humains pour s'adapter au niveau d'oxygène plus faible en haute altitude. On ne sait pas exactement combien de temps un grand requin blanc peut survivre en eau douce, car personne n'a mené une telle expérience. Enfin, si c'est le cas, la communauté scientifique n'en a jamais entendu parler. Mais d'après les aquariophiles, la plupart des poissons d'eau salée peuvent rester dans l'eau douce de 30 secondes à 10 minutes. Au-delà, ils meurent. Et je doute qu'un requin survive beaucoup plus longtemps. Sauf bien sûr si c'est un requin bulldog. Le requin bulldog ne se soucie pas de la salinité de l'eau. Il est doté d'une adaptation physiologique qui lui permet de vivre en eau douce. Pas de quoi s'enthousiasmer, car le requin bulldog est connu pour son agressivité et il est responsable de la plupart des attaques de requins près des côtes. Cette espèce a été vue à 4000 km en amont du fleuve Amazon. Le requin bulldog vit aussi dans le lac Nicaragua, un lac d'eau douce. En effet, ses reins recyclent le sel à l'intérieur du corps et des glandes situées près de sa queue l'aident également à retenir le sel. Mais pourquoi le requin bulldog a besoin d'une telle capacité ? Il existe des poissons qui s'en passent très bien. Eh bien, cette adaptation semble assurer la sécurité de la progéniture. Grâce à leur résistance à l'eau douce, les jeunes requins bulldog peuvent rester là où aucun autre requin ne les mangera. Mais il y a toujours un prix à payer quand Dame Nature nous fait un cadeau. En échange d'une compétence unique, il faut renoncer à autre chose. La question est de savoir à quoi le requin bulldog a renoncé. S'il appréciait l'eau douce autant que l'eau salée, ce serait l'espèce dominante dans les eaux côtières. Pourtant, c'est pas le cas, ce qui signifie que quelque chose l'en empêche. Mais laissons le requin bulldog de côté pour l'instant, car le fait que les requins puissent gonfler me semble bien plus excitant. Il faut savoir que le gonflement ne menace pas toujours la vie du requin. Il existe un requin qui gonfle de son propre chef, volontairement, pas parce qu'il s'est mis à nager à un endroit qui ne lui convient pas. L'olbiche ventrue n'a pas été étudiée en détail, mais les scientifiques savent qu'elle peut doubler sa taille en gonflant, c'est un moyen de défense. Ils savent aussi que ce spécimen rose est albinos, ce qui explique son aspect bizarre. Mais indépendamment des pigments, lorsque ce requin est menacé, il se plie en forme de fer à cheval, il attrape sa nageoire caudale avec sa bouche et il aspire de l'eau dans son estomac. À cause de l'eau, son corps se met à gonfler et il devient beaucoup plus difficile pour les prédateurs de le mordre ou de l'avaler. Si vous ne comprenez pas pourquoi, essayez de mordre un ballon, c'est pas simple. De l'oxygène pénètre dans l'estomac en même temps que l'eau, ce qui empêche le requin de plonger. Après avoir tout recraché, le requin peut reprendre une vie normale tout en émettant un son semblable à l'aboiement d'un chien. Donc, si quelque chose vous aboie dessus dans l'eau, ne soyez pas surpris, c'est simplement un requin qui se dégonfle. Contrairement aux autres poissons d'eau salée, les baleines peuvent survivre en eau douce pendant quelques temps. Environ 2 semaines, bien plus longtemps que les autres créatures marines. Mais ne vous attendez pas à voir des baleines dans les rivières près de chez vous. Tout d'abord, l'eau douce est un environnement déplaisant pour elles. C'est pas leur habitat ordinaire, et elles n'y trouvent pas la nourriture à laquelle elles sont habituées. L'océan est vaste, et les baleines peuvent y plonger afin de trouver de nombreuses sources de nourriture. Elles sont censées manger quoi en eau douce ? Mais l'océan n'est pas qu'un garde-manger. L'eau qui s'y trouve possède des propriétés particulières. Les chercheurs ont remarqué que la peau lisse et brillante des baleines se couvrait d'irrégularités dans l'eau douce. Et plus une baleine reste longtemps dans cet environnement inhabituel, plus les choses empirent. Infections cutanées, ulcères. Pourquoi ça se produit ? La raison en est très simple. L'eau de mer contient des sels et des minéraux qui aident à se débarrasser des infections et à guérir les coupures et les blessures. Or, une baleine doit faire face à de nombreuses blessures. Même ces géantes souffrent d'attaques de requins et d'orques.
Il a même été prouvé que les blessures infligées par des hélices de navires en eau douce guérissaient beaucoup plus lentement. Et c'est pareil pour les dauphins. Selon les chercheurs, les grands dauphins vivant dans des eaux moins salées, comme la lagune de l'Indian River en Floride, sont plus susceptibles de développer des maladies de peau. Mais le sel marin a un effet des plus inattendus sur l'audition des baleines. Les baleines utilisent un système de sonar qui fait rebondir des ondes sonores à haute fréquence sur les objets sous-marins. Vous savez comment ça marche. Si elle touche un objet assez grand, les ondes sonores sont renvoyées vers la baleine et elle en déduit où se trouve cet objet. Le sel dans l'eau aide les baleines à entendre plus clairement, ce qui signifie qu'en eau douce, elles naviguent plus difficilement. Mais les baleines ont quand même de la chance de pouvoir supporter l'eau douce, en tout cas beaucoup plus que les méduses. On ne peut pas demander à une créature qui ressemble à de la gelée de faire preuve de ténacité. Les méduses sont composées à 95% d'eau et leurs cellules contiennent la même quantité de divers solutés que l'eau de mer qui les entoure. Vous vous rappelez comment l'osmose fonctionne pour les animaux vivant dans l'eau salée? Placés dans l'eau douce, ils gonflent et ils se rompent. Dans le cas des méduses, c'est facile à observer. Mais même chez les êtres vivants plus complexes, habitués à l'eau salée, l'eau douce peut causer des dégâts graves, parfois irrémédiables. Steve a trouvé des exemples assez choquants. En 2012, une énorme tortue luth a remonté la rivière Shubenacadie en Nouvelle-Écosse. Elle a été repérée à environ 20 km en amont de la rivière, très loin de l'eau salée. Les habitants ont essayé d'aider le pauvre animal en lui versant de l'eau dessus pour éviter sa déshydratation, mais cette eau ne contenait pas assez de sel et d'autres substances nécessaires à la vie. Malheureusement, la tortue est morte. Une histoire similaire s'est produite en France. Pour des raisons inconnues, une orque malade est entrée dans la Seine et elle ne parvenait pas à en ressortir. On a suivi l'animal pendant plusieurs semaines, on a essayé de le guider vers la mer à l'aide de drones imitant des sons d'orque, mais ça n'a pas fonctionné. En fin de compte, l'orque était tellement affaiblie à cause du temps passé dans l'eau douce que l'infection a eu le dessus et elle est morte également. Dans l'ensemble, les chances de rencontrer un animal marin dangereux dans la rivière la plus proche sont assez faibles et si ça arrive, il vous ignorera car il a des problèmes bien plus urgents à régler. Mais je ne suis pas le seul à trouver l'idée d'une telle rencontre effrayante. Une légende raconte qu'une pieuvre d'eau douce vit dans les lacs de l'Oklahoma. Des rapports surgissent de temps en temps qui rappellent des légendes urbaines. Un animal inconnu, appelé pieuvre de l'Oklahoma, attraperait les nageurs avec ses tentacules et les entraînerait par le fond. Peut-être parce que c'est une infâme créature, ou peut-être parce qu'elle a faim. Vous trouvez ça effrayant? Un peu, mon neveu. C'est presque comme le kraken, mais dans d'ordinaires lacs d'eau douce. Mais qu'est-ce qu'une pieuvre peut bien faire si loin de la mer? On ne peut pas s'empêcher de penser à un animal des temps anciens qui aurait survécu dans un lac depuis l'époque où une mer peu profonde recouvrait la région. Cette créature aurait eu des dizaines de millions d'années pour apprendre à s'adapter à l'eau douce. Mais il est beaucoup plus probable qu'il s'agisse d'une énième histoire d'horreur comme celle du Chupacabra ou du monstre du Loch Ness. D'abord, pour s'adapter pleinement à la vie en eau douce, un animal doit changer complètement sa physiologie, je dirais même fondamentalement. Aucune pieuvre, même la plus ancienne qui soit, n'est capable d'une telle chose. Ensuite, tous ces lacs sont des lacs artificiels créés par les humains au XXe siècle. D'anciennes pieuvres n'auraient jamais pu survivre et évoluer dans ces lacs pendant des dizaines de millions d'années. Ils n'existaient même pas à l'époque. En fait, les pieuvres ne peuvent pas supporter l'eau douce. Elles peuvent pas y respirer et elles mourraient bien avant d'avoir pu s'y adapter. Pourtant, il arrive que des animaux migrent vers l'eau douce, même s'ils n'y sont pas adaptés. C'est très paradoxal. De plus en plus de dauphins pénètrent dans des rivières et des canaux, des endroits où ces animaux marins ne peuvent pas survivre. Les scientifiques n'ont aucune idée de la raison pour laquelle ça se produit, ce qui les inquiète vivement. Après tout, les dauphins ne peuvent survivre hors de l'eau salée que pendant une courte période. Comme je l'ai déjà dit, après quelque temps, ça affecte leur peau. Ça commence par des irritations, suivies de desquamations dont tirent profit bactéries et champignons. Puis, une méchante infection survient qui entraîne la mort de l'animal. Mais les dauphins sont des animaux très intelligents qui doivent savoir que l'eau douce est dangereuse pour eux. Alors pourquoi ils nagent délibérément à leur propre perte? Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas de réponse. Au fait, ne pensez pas que seules les créatures marines se sentent mal dans l'eau douce. Les animaux d'eau douce meurent aussi dans l'eau salée. Ça se produit à cause de la déshydratation. Absolument, la déshydratation dans l'eau. Pour survivre, les poissons d'eau salée boivent constamment.
Et comme l'eau est salée, ils doivent s'adapter. Ils évacuent l'excès de sel de leur sang par les branchies et par les reins lorsqu'ils urinent. Les poissons d'eau douce n'ont pas ce problème, ils n'ont pas besoin de boire, donc ils ne savent pas comment y faire face. L'eau pénètre constamment dans leur corps par leurs branchies, leur peau et leur bouche lorsqu'ils mangent. Mais lorsque l'eau en question est salée, les poissons d'eau douce ne peuvent pas le supporter. Le résultat est assez évident, bien qu'un peu ridicule. Ils meurent de déshydratation tout en étant entourés d'eau. A plus.